Monsieur Dubois. Quel plaisir de vous recevoir. Bonjour. C'est le même pour moi. Cher Jean-Pierre Dubois, bienvenue dans le Grand Entretien. Merci. Comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien. J'espère qu'on va passer un bon moment. Pourquoi pas? Vous êtes donc breton, Oui. né à Quévert, dans les Côtes-d'Armor en 1940. Le cheval a toujours été présent dans votre noyau familial? Oui. Mes grands-parents d'abord s'en servaient pour faire leur travail sur la route après la guerre. Voilà ce que je me rappelle étant jeune. Et puis c'était des petits éleveurs. Voilà, j'avais toujours 2-3 poulinières. Du galop et du trot? Oui, C'est ça les deux, hein? oui. Et votre père? Mon père aussi. Vous avez quoi comme souvenir de votre enfance? Que des bons souvenirs. Des parents qui étaient passionnés avec les chevaux, des grands-parents aussi, alors ils nous ont transmis ça. Voilà, et on s'est bien amusé avec ce truc-là. Vous étiez quand même un drôle de petit garnement, j'ai envie de dire, Jean-Pierre, quand vous étiez enfant. Ah bon? Vous étiez très indépendant. Il y a Pierre-Désiré Allaire dans le film magnifique Gobernador, le champion trotteur, qui raconte à 3 ans et demi où vous prenez le char-à-banc. Il a peut-être un peu exagéré, là. Mais racontez-nous quand même. Peut-être pas 3 ans et demi. Ça devait être un peu plus tard. Ouais. Mais Pierre était un ami, naturellement, parce qu'on était voisins, les maisons se touchaient à Dinan. Je ne me rappelle plus très bien, mais mon grand-père m'emmenait, me faisait tenir les guides, et alors j'avais dû grimper tout seul dans la carriole. Voilà. Vos parents vont quitter la Bretagne. Vous êtes petit également, vous avez 5 ans. Oui, on est arrivé ici en 45 ou 46, je me rappelle de ça. C'est juste après la guerre, et voilà, mon père avait acheté une petite ferme ici dans le coin, parce que en Bretagne, c'était pas facile de s'agrandir, c'était des toutes petites fermes. Et comment ça se passe? Parce qu'à l'époque, les gamins ils se partagent entre l'école et les travaux à la ferme. Oui. Vous apprenez un peu à l'école? Vous êtes bon élève? Très mauvais. J'ai pas bien appris. J'ai quitté l'école très tôt. À 13 ans, j'étais au travail avec mes parents. Et puis à l'époque, on pouvait monter en course. Alors j'ai commencé à monter à cet âge-là. Vous aviez des rêves d'ado? Pas particulièrement, non. Tous les souvenirs qu'on peut aller, c'est d'aller aux courses, parce que c'était, pour nous qui habitions la campagne, des petits paysans, c'était un événement d'aller aux courses le dimanche. Voilà. C'est toujours resté comme ça pour moi. J'aime tout dans les courses, parce que les courses ont été faites pour que les gens se réunissent. C'était ça, je crois, le but au départ. Et puis valoriser leurs chevaux. Alors, on rencontre plein de gens passionnés. C'est toujours un bon moment. Pour Pierre Allaire, vous avez toujours été très en avance. Il dit qu'à 13 ans, vous étiez mûr comme un homme de 20 ans. Non. Pierre, il exagérait un peu. Vous avez eu votre première victoire en 1954 à Écomois. Non, en 53. 53? Ouais, à Écouché, un tout petit hippodrome à côté. Mes notes ne sont pas bonnes. Pour quelqu'un qui n'a pas la mémoire des dates. C'est les seules choses que je me rappelle. Et alors, cette victoire, vous en souvenez? Ah oui. Ah oui. J'ai failli pas courir parce que quand ils m'ont mis sur la bascule, je faisais pas 40 kilos. Et à l'époque, Michel Goujon et Gaston Roussel étaient là. Ils ont dit, il faut pas laisser monter cet avorton-là. Et le président est arrivé, André Poupard, il a dit non, il a demandé, on faisait une demande dans la semaine. On montait sans licence quand on n'avait pas 14 ans. Alors voilà, et puis j'ai couru, je suis second. Voilà. Et la victoire très vite? Après, il fallait attendre d'avoir 14 ans, parce que si on gagnait 2 courses, on n'avait plus le droit à la licence d'apprenti. Alors quand j'ai eu mes 14 ans, voilà. Vous étiez doué? Non, j'étais chanceux. J'ai tout de suite trouvé des chevaux qui étaient un peu déclassés, qui étaient restés à droite, à gauche, et ça s'est bien passé. C'était des chevaux de l'écurie familiale? Oui, c'est des chevaux que mon père louait, ou achetait à un petit prix, parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens. Vous allez venir à Joinville, en hiver 55? L'hiver, on était à Joinville. C'est ça. Oui. On ne pouvait pas faire la route, et on n'avait pas de piste. Voilà, alors il fallait venir à Vincennes, à Joinville. Il y avait une anecdote où vous arrivez, vous devez vous installer dans les box en attendant d'avoir quelque chose de mieux.
Ben, je crois que mon père n'avait pas prévu rester, mais comme la journée s'était bien passée, il a dit on repart pas. On a voulu gagner une course et pris des places. Et il n'y avait qu'un établissement qui était libre naturellement parce que l'eau traversait les toitures. Alors personne n'en voulait. On est resté là l'hiver. Incroyable quand même. Ah oui? Oh, c'est pas incroyable, c'était bien. On était bien. Vous êtes parti du giron familial assez jeune, hein? Pour quelle raison? Ben, quand j'ai plus été apprenti, j'ai eu du mal à mener atteler. Je n'étais pas doué. Et alors, au bout d'un moment, ça a énervé mon père. Il m'a dit, il serait mieux que tu ailles voir ailleurs. Voilà. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait. Vous entraîniez quel rapport avec votre père? Du très bon, parce qu'il avait beaucoup de patience avec moi et puis il m'a toujours donné ma chance, même quand j'étais maladroit, ce qui arrivait souvent. Voilà, alors... Puis il était un grand passionné, il avait de la misère à organiser une petite écurie. Alors bon, voilà. Donc vous avez 18 ans, vous partez? 17 ans. 17 ans 17 même. ans, je suis parti, oui. Et concrètement, ça se passe comment pour vous, là? Ben, je suis parti chercher du travail à Marseille. Il m'avait laissé à Marseille un peu, une ou 2 années, avec des petits chevaux, et là, j'ai commencé à m'y mettre. Puis après, ben, j'aimais bien ce pays-là, alors j'y suis toujours retourné. Oui, on vous voit beaucoup dans le sud hein, Voilà. de la France. Vers 21-22 ans, vous allez vous associer encore avec Pierre Allaire, qui va être quand même assez présent au départ Oui. avec vous. Oui. Vous dites que vous aviez besoin de ses conseils? J'avais besoin de tout de lui. Il a vu que je ne me défendais pas trop. Alors il m'a dit, lui, il était en pleine forme, mais en pleine réussite. Il achetait des chevaux au rouge-terre. Et un matin, il m'a pris avec lui. Il en a acheté 7 ou 8. Il m'en a donné la moitié. J'ai fait le boulot et voilà. J'allais avec des moyens chevaux. Je choisissais toujours les petits hippodromes où il y avait le moins de concurrence. Voilà. Bricoleur. Et je suis toujours resté bricoleur. Voilà. Un drôle de bricoleur. Voilà. Quelles sont vos sources d'inspiration, Jean-Pierre Dubois? Vous avez des modèles? Des modèles? Ah oui, ah oui. Ben, il y avait tous ces grands jockeys, à l'époque, Charles Mills, enfin, et beaucoup d'autres que j'oublie. Et je travaillais un tout petit peu avec Georges Dreux, que j'admirais, et Domingo Perea au galop. Déjà, vous aviez un œil sur le galop? Eh bien, oui, parce que je lui avais vendu un cheval quand j'avais 20 ans ou 21 ans à Domingo. Il a gagné tout de suite avec. Et quand je suis revenu, je devais aller en Algérie. Mais j'ai été réformé. Quand je suis revenu, il m'a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu m'as vendu un bon cheval. » et expliquez-moi comment il faut faire. Voilà. Dans le sud de la France, il y a un cheval comme Curti qui va beaucoup compter. Oui. À cette époque, vous l'aviez acheté très peu cher, hein, 5 000 francs. Oui. Ah, vous avez des renseignements précis, là. Non, mais ça a été un cheval qui a compté déjà à l'époque. Ah ben là. oui, le premier cheval, j'ai acheté. J'ai travaillé 2 mois chez M. Mollager quand je suis parti là-bas. Et il avait décidé d'arrêter. Et ce cheval appartenait au président de Marseille, M. Célariès. Il me dit, est-ce qu'il y a un cheval qui te plaît là-dedans? J'ai dit, oui, il y en a un. Bon, mais je vais te le vendre pas cher. Et je lui explique que je voulais m'installer, enfin, je voulais essayer, comme Mollager arrêté. Et voilà. Et après, il y a la méthode Dubois, si je puis me permettre. Vous achetez pas très cher, vous retapez, vous revendez. On essaie. C'est ça un peu. On a toujours essayé. Voilà. D'achat en achat, vous allez construire un très bel effectif. Et Ça s'est pas mal passé. ça s'est pas mal passé. Non. Et en 78, il y a high échelon. Vous avez presque 40 ans. Oui. Et vous allez le faire acheter à la vente Goulandris. Oui. C'était quand même une somme, c'était cher, Oui. 260 000 francs. Eh ben, mon père avait rencontré le comte de Senneville dans l'avion et il lui avait conseillé de venir me voir pour acheter un trotteur. Il avait des galopeurs chez Patrick Biancone à l'époque. Voilà, et j'ai dit, il y a un bon cheval à acheter. Et ben, on va l'acheter ensemble, vas-y. Et voilà. Vous allez gagner des très très belles courses, le Critérium des 5 ans, Oui. 78, le prix Jockey, le prix de l'Étoile, et puis le prix d'Amérique. Oui. J'ai revu les images, c'était une sacrée course. Hein. Heureux. Heureux parce que je n'avais pas la place et puis je courais sans conviction parce que pour une petite place. Et dans le dernier tournant, Léopold m'a fait la place. Il a vu que j'avais du gaz, puis tout s'est ouvert. Voilà, heureux.
Ça reste un grand moment pour vous, un moment Oui, fort. oui, parce qu'il m'a aidé un peu à sortir de la misère et à entreprendre un peu autrement. C'est un cheval qui avait été bien entraîné par Léopold Verhoeven, c'est pour ça que j'ai eu de la chance derrière, parce que le cheval n'était pas abîmé. Alors le changement, le mettre au paddock, tout ça, il n'avait pas l'habitude de faire ça, le cheval, et ça l'a un peu réveillé, et voilà. Vous allez tenter après un autre pari, quelques années après, hein, c'est quoi, 3 ans après, c'est Ouais. celui d'acheter Himour. C'était aussi un peu heureux, parce que Jacques Boisvieux, qui était le directeur des Rouges Terres, à l'époque commençait à m'envoyer des chevaux pour faire la petite province. Jean Riot ne voulait pas courir en province. Alors il m'envoyait les petits chevaux pour essayer de les mettre un peu en valeur et les vendre. Et il me dit, tu devrais venir voir Himour parce que le cheval est vraiment bien. Il avait été arrêté 2 ans. Il a 8 ans. Hein. Et quand j'ai Personne vu le n'en veut, cheval, en fait. j'ai dit, bon, on va essayer de l'acheter. Et voilà, on l'a acheté. À l'époque, il fallait requalifier, il n'y avait pas les requalifications et j'ai eu la chance d'avoir... Il y avait une course d'amateurs à Bordeaux, il y avait que celle-là. Et ça vous emmène jusqu'au dernier dimanche de janvier dans le Prix d'Amérique. Ouais. À 350 mètres de l'arrivée, Gal Dugazo est en tête et suivi à distance par Giosco Lançon avec Himour, Kizun et Hilera. Et après l'entrée de la ligne droite, Gal Dugazo est toujours en tête, détaché de Giosco, Himour et Lançon avec Kizun. À 100 mètres de l'arrivée, Gal Dugazo précède Giosco qui progresse avec Himour complètement à l'extérieur. Ça change après votre carrière? Ben, quand vous tombez sur un bon cheval, c'est plus facile, oui. Tu prends 2-3, un peu d'oseille, c'est plus facile pour réinvestir. Et c'est d'ailleurs à quel moment vous vous tournez vers l'élevage? Dès le début. Dès le début, j'ai perdu un peu de temps. J'aurais dû commencer à élever plus tard, parce que j'ai perdu du temps avec des juments moyennes. Et je n'avais pas compris. Heureusement, j'ai eu des amis qui m'ont bien conseillé. Vous avez toujours cette quête d'apprendre? Ben oui, parce que quand on vieillit, avant je regardais les anciens et maintenant je regarde les jeunes. On apprend aussi des jeunes? Ah ben oui, parce qu'on a des jeunes qui sont très bons en France, qui s'améliorent sans arrêt. Alors c'est intéressant de les voir faire. Grâce à quoi, selon vous? Ils ont envie. On voit les gars, ils sont motivés et ils ont envie de réussir. Pour revenir à votre méthode d'élevage, comment vous faites vos croisements? Ben, Comment ça se passe? j'essaie de regarder déjà ce qui a marché. Puis après, ben, essayer d'avoir l'intuition qui ne soit pas trop mauvaise, quoi. On dit l'intuition, c'est aussi une partie d'expérience chez chaque homme. Ah oui, essayer de ne pas répéter les conneries qu'on a fait. Vous avez l'impression d'avoir fait des conneries? J'ai fait que ça. On ne va pas avancer. De temps en temps, il y a un truc qui a marché. La signature du bois va prendre toute sa dimension avec l'ouverture officielle du Studbook. Oui. On est en 87, c'est entre 87 et 91. Ouais. Alors, Jean-Pierre Dubois, racontez-nous quand même cette aventure. Eh ben, j'étais allé avec quelques juments à tous les vieux chevaux qu'on avait en France à l'époque, qui couraient très tard et qui reproduisaient, à mon avis, pas bien, moyen. Et puis, mon élevage marchait moyen, ça n'allait pas très bien. Et quand ça s'est ouvert, j'étais allé aux États-Unis faire un tour. J'étais resté faire un stage chez Stanley Dancer. Et j'ai vu qu'ils étaient plus en avance que nous à l'époque. Et puis quand M. de Montesson et le comité ont décidé d'ouvrir le Studbook, j'ai été tout de suite. On a été en Italie, à Sharif, on a été en Suède, à Sveli Somoli. Voilà, et après, ça s'est pas mal goupillé, quoi. C'était facile pour vous de faire tout ça? Ah non. Non, j'ai mis les juments dans l'avion et je ne me suis pas occupé si j'avais les moyens de payer ou pas les saillies. J'ai dit, on verra bien d'ici 1 an, on va peut-être trouver quelque chose qui va nous aider. Puis ça, on y est arrivé. On me racontait que dans l'avion, vous preniez vos bouquins et vous appreniez l'anglais pour pouvoir... Ah ben oui, je n'ai pas été beaucoup à l'école. Je me suis appris en route, mais je continue d'apprendre parce que je parle très mal, mais j'arrive à ne pas me perdre. Aujourd'hui encore? Ah oui, j'essaie de m'améliorer. Vous avez d'ailleurs coutume de dire qu'il y a une journée où vous n'apprenez rien est une journée de perdu.
Ouais, c'est vrai, parce que c'est intéressant d'apprendre des... Vous dites souvent que vous n'avez pas été à l'école, que vous n'avez pas appris. Ça vous a manqué? Un peu quand même. Un peu quand même. Quand mes enfants sont arrivés à un certain âge, ils sont partis en Angleterre. Quand j'ai vu, pas tous, mais les derniers, ils sont allés apprendre et ça leur a bien servi parce qu'ils ont voyagé depuis. Et si j'avais pu, mais nous, ce n'était pas possible parce que, voilà. Vous avez même souffert de ne pas avoir eu accès à Non, l'éducation? non, ou c'était pas comme ça, c'était bien, c'était pas les mêmes années. Après, vous savez, à ce moment-là, les courses, c'était pas les mêmes. Moi, je suis arrivé, quand j'ai commencé à monter, je crois que le tiercé est arrivé en 52 ou 53. Et ça a tout changé parce que on courait des prix en province. Il ne fallait pas qu'on soit une grande famille pour casser la croûte avec ce qu'on a gagné l'après-midi. Hein? Alors, les courses à partir de ces années-là, avec le tiercé, a tout changé. Il y a une anecdote savoureuse concernant Nesmil, hein, Oui. si vous pouvez nous la raconter. Ben, Nesmil est une bonne pouliche, elle était dans les meilleurs, la 2e ou 3e de sa génération. Et à l'époque, j'avais besoin un peu d'argent, et je l'ai vendue à un Allemand. Ils ont embarqué la jument, et quand ils sont arrivés là-bas, c'est ma fille Véronique qui les avait accompagnés, j'en leur avais vendu 3. Ils n'étaient plus d'accord sur le prix. Ils voulaient couper ça en 2, j'ai dit non, vous rembarquez les chevaux, et voilà. Et ma fille est revenue avec Nesmil, qui est une grande chance pour nous. Qui va devenir une matrone? Oui. Oui. Guilty, Love You. Love You nous a fait bien plaisir. Vous allez investir partout et tout le temps? Pas partout. Non. Alors, attendez, Canada? Oui. Italie? Oui. Suède? Non. Un petit peu? Non, acheter quelques chevaux là-bas, oui. Quand même. Oui. États-Unis? Oui. Un petit peu Australie aussi? J'ai essayé, oui. Ça ne s'est pas très bien passé. Non. Non. Bon. C'est presque partout. Pas partout, non. Et tout le temps? Continuez encore aujourd'hui? Gentiment. Gentiment. Qu'est-ce que vous cherchiez? Mais avec les chevaux, on cherche toujours à regarder les grands d'aujourd'hui. Je ne cite pas de nom, mais ils cherchent toujours à avoir des meilleurs chevaux. Même quand ils en ont 2 bons, ça ne leur suffit pas, et c'est normal, ils veulent toujours en avoir un 3e, un de plus, hein, non? Les grands jockeys veulent toujours rester tête de liste, et je ne sais pas expliquer ça. Mais en allant prendre des infrastructures à l'international, c'est d'essayer d'apprendre également ce qu'il y a de mieux dans chaque pays? Oui, essayer. Ben, les Italiens étaient très en avance. D'abord, même maintenant, ils ne sont pas en retard. On le voit quand ils viennent à Vincennes. Hein, il reste un fonds d'élevage incroyable. Parce qu'à une époque, il y avait des grands passionnés qui allaient acheter presque les meilleures pouliches aux États-Unis quand elles avaient gagné les bonnes courses. Et de ça, il est toujours resté quelque chose. Quelle est pour vous aujourd'hui la plus belle nation pour les courses? Je crois quand même que c'est la France. Pourquoi vous dites « je crois quand même » ? Parce que les États-Unis, il y a une autre vision des choses. Je ne sais pas l'expliquer, mais ils sont plus vite que nous pour garder et améliorer les choses. Un peu plus vite que nous, on s'y met. Hein, les chevaux arrêtent leur carrière à 4 ans. Alors, s'il y en a un bon, ils redonnent quelque chose vite fait. Voilà ce que j'ai cru comprendre. Vous pensez que c'est un bien d'ailleurs, d'aller vite comme cela, finalement... Je ne sais pas, parce qu'en France, on court des chevaux, il y a des belles courses avec les vieux chevaux. Non, je crois que la France est vraiment... Hein, regardez, il y a un meeting d'hiver formidable, les professionnels ont des courses presque tous les jours de la semaine. C'est vraiment un truc qui a été bien organisé. Le grand public s'intéresse de moins en moins aux courses. Ça, c'est de votre faute. Vous avez fait l'Equidia, alors les gens comme moi préfèrent rester chez eux et regarder les courses à la maison. Les courses, c'était plein de monde. Moi, quand j'ai débuté, il y avait du monde, plein la pelouse. C'était incroyable, mais peut-être, voilà, je ne sais pas. Vous devez savoir mieux ça. Je ne sais pas.
Il y a une facette de vous que je ne soupçonnais pas. C'est votre superstition à l'extrême. Ça se traduit comment? Ça va? Vous n'êtes pas superstitieux? Pas trop. Pas trop. Moi, je Coluche suis. disait, ça porte malheur d'être superstitieux. Ah, peut-être. Alors. Je ne sais pas. Oh, c'est des idées qu'on sait, non? Vous avez des rituels, un de vos rituels que vous pourriez nous raconter? Non, non. Monsieur Willesen m'a raconté que Pénard, il mettait toujours le même pantalon. Vous avez dû écouter l'histoire, non? Non. Oui, il avait un pantalon que tu usais, mais quand il ne l'avait pas, ses chevaux ne gagnaient pas. Ah. Angèle Pénard. Et vous? Les vêtements, je ne fais pas trop attention. C'est pas les vêtements? Je ne suis pas trop un gars déguisé. C'est autre chose? Il y a des personnes qu'il ne faut pas rencontrer. Il y a une personne de votre entourage un jour qui vous a dit bonne chance avant une course, juste avant une course. Il paraît que vous êtes parti chercher le sel et vous avez mis le sel devant les box. Bah, les gars, ils disent à tout à l'heure, il ne faut pas le dire parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer pendant la course. Moi, c'est une ou deux fois que je ne suis pas rentré chez moi. Hein, j'étais à l'hosto et... Alors quand ils disent à tout à l'heure, ça plus maintenant puisque je ne cours plus, mais... Jean-Pierre Dubois, il y a des rencontres qui changent une vie. J'aimerais que vous me parliez de votre rencontre avec Daniel Wittgenstein. Ça, vous avez raison, parce que la vie, elle est faite que de rencontres. Si tu fais les bonnes, t'es sauvé. Si tu fais les autres, t'as perdu ton temps. Et bien ça, c'est Frédéric Sauck, qui était l'organisateur. Et puis, tout de suite, ça s'est bien passé, parce que le premier cheval qu'il m'a acheté a gagné à Enghien. Bon conseil, mais on était à même, il avait des problèmes avec les pieds. Je ne sais pas, il y avait quelque chose, et on était à même de le vendre pour faire un étalon. Et après la course, je lui ai dit, je ne sais pas si on va en gagner d'autres, mais ce serait peut-être mieux. Il m'a dit, vas-y, faites. C'est Frédéric Sauck qui a organisé. Et puis après, il m'a dit, ben là, on va attaquer. Il y avait une fascination réciproque, disait Frédéric Sauck, justement, entre vous deux. Écoutez, c'était un grand monsieur, et comment expliquer ça? Moi, il a été d'une grande générosité avec moi. Il ne fallait pas se tromper, ni le tromper. Voilà. Parce que c'est un monsieur qui devinait tout. Il n'avait pas vu les chevaux, il savait à peu près ce qu'allait ou qu'allait pas. C'était incroyable. Alors, je ne sais pas s'il envoyait des gars au renseignement ou quoi. Sans doute. C'est possible. C'est un grand monsieur. J'ai passé beaucoup de moments et j'ai essayé de passer le plus de temps avec lui aux courses. Parce qu'il me racontait toutes ces histoires et je ne pouvais qu'en profiter. Vous allez avoir les plus grandes victoires ensemble, hein, dans les 3 disciplines. Oui. Parce qu'il est arrivé tard dans le trot. Il avait essayé. Il avait essayé 2 fois et ça ne s'était pas bien passé. Et là, il a réussi une fois parce que Frédéric l'avait persuadé. Voilà. Il avait 70 ans, il n'avait plus l'envie de bâtir un élevage et ni le temps. Non. Du coup, il achetait des lots entiers hein, Oui. chez vous. Je lui vendais, il triait dans mes poulains et je lui vendais la moitié de la production. Et vous, en parallèle, vous allez également aller avec les pur sang. Eh bien, de temps en temps, il avait des pouliches qui n'avaient pas couru et bon, qui coûtaient pas, un peu moins, parce que les autres qui avaient couru n'étaient pas achetables pour moi. Alors, on a commencé avec quelques-unes comme ça. En obstacle également, vous allez même Oui. remporter le Grand Steeple Chase de Paris avec Octijet, Ouais. le Grand Steeple qui lui manquait à son palmarès. Ouais. Ça a dû être aussi un moment émouvant. Oui, ben, cette histoire s'est passée, je vais vous la raconter celle-là, parce qu'on mangeait à Auteuil ensemble, parce qu'on avait un petit cheval qui courait, je ne sais plus où il était, et il nous dit, j'ai jamais gagné le Grand Steeple. Et moi, je devais avoir bu un coup, là, et je lui dis, c'est parce qu'on n'a pas eu de ces chevaux-là ensemble. Il s'est mis à rire, et puis à la sortie, à la fin du repas, il a dit à Frédéric Sauck, allez ensemble et acheter des chevaux. Et on est allé, monsieur de Montesson avait 10 poulains à vendre. Au début, il voulait en vendre 3, après 6, après on a acheté les 10 ensemble, et puis voilà. Et on les a débourrés, et puis quand ils ont été bons à aller à l'entraînement, ils sont partis chez Jean-Paul Gallorini, puis un ou deux autres entraîneurs. Et après, il y a le sacre dans Et puis on a gagné le Grand Steeple. le Grand Steeple. Voilà.
First Goal est encadré par Cocky Jet qui vient en dehors. Jeddah qui bute au côté corde. First Goal qui a l'avantage côté corde. Vainqueur lui déjà d'un grand steeplechase qui est aux prises avec Cocky Jet à son extérieur. Alors que la Kazakh de Daniel Wilhelmstein va triompher pour la première fois dans le grand steeplechase de Paris. Quelle place il a occupé dans votre vie et dans votre carrière, Daniel Wilhelmstein? Ben, c'est quand on a la chance de fréquenter comme ce monsieur-là, ça ne peut faire que tu peux t'améliorer un peu. C'est une souche Wilhelmstein qui vous a permis de remporter votre premier classique en plat. C'est soigné? Oui, oui, vous avez raison. On l'a acheté avec Rainer Engelke. On avait décidé d'en acheter une, il était aux ventes et la pouliche lui a plu. Et puis on s'appelait, moi j'étais aux États-Unis à l'époque et j'ai remonté le moral parce que c'est bien normal qu'un pauvre remonte le moral à un riche. Hein, il voulait caler en route, alors j'ai dit il faut aller jusqu'au bout, puis on va bien voir. C'était Soigné qui a été la mère de Stacelita. Parce qu'elle était quand même achetée une somme rondelette. Hein. Ouais, on avait dû l'acheter 150 000. 150 000. Oui, je crois. Vous allez remporter du coup Diane. Hein. Ça représente quoi ça en tant qu'éleveur? Ça paraît incroyable, parce que normalement, des gars comme moi, en plat, on n'a aucune chance au départ. En face, les grandes maisons qui en face nous. Faut beaucoup de chance que de tomber sur une pouliche et voilà. Il faut aussi se donner les moyens, non? Soigné, on l'a envoyé à Montsum parce qu'un jour on est allé faire un tour en Allemagne pour voir des herses ou je sais pas, et puis on nous a dit à Montsum, on a vu ce cheval, je dit putain, ce cheval conviendrait, cette petite jument courte. Et Rainer était tout à fait d'accord et nous a fait Stacelita. Pour élever à ce niveau de compétition, il faut prendre des risques? Bien sûr. Il ne faut pas avoir peur? Non. Vous n'avez jamais douté, vous? Non. Ça m'a mis des fois dans des moments compliqués, mais non. Frédéric Soc disait du Dubois, c'est comme du Hermès ou du Chanel, c'est facile à vendre. Ah bon? C'est beau quand même. Ah oui. C'est un bon vendeur. Hein. Mais du coup, n'est-ce pas si facile que vous regrettez certaines ventes? De les avoir vendues? Ouais. Non. J'ai Jamais? toujours été vendeur. Varennes, par exemple, vous l'avez élevé? Non. Si je n'avais pas vendu de chevaux, j'avais pas de maison. Pour acheter une maison, j'ai vendu un cheval qui était gagné les 2 critériums, qui s'appelait Kéronville-Elbé. Je venais de m'installer et je louais une petite ferme avec 3 hectares. Là, j'étais malheureux. Je venais de me marier, je voulais m'installer et j'ai vu une ferme à vendre, mais il me fallait des sous. Alors j'ai demandé à un monsieur que vous n'avez pas connu, qui s'appelait Lulu Coulogne à l'époque, qui avait des bons clients à Paris. C'était un gitan. Il avait tous les grands ferrailleurs, c'était ses copains et ses clients qui à l'époque étaient riches. Et je lui ai dit, j'ai un bon poulain, trouve-moi un client. Il me l'a trouvé et depuis, j'ai dit, je vendrai toute ma vie. J'ai vendu bien. Il a gagné le critérium des 3 ans et des 4 ans et je crois qu'il était 3e dans le prix d'Amérique. Je ne suis plus certain parce que c'est vieux. Hein. Alors à partir de ce moment-là, ça m'avait mis à l'abri, j'avais une maison. J'ai dit, je serai toujours vendeur. Et je suis toujours vendeur. Il suffit que ça colle pour le prix. Voilà. Puis d'abord, je crois que ça me porterait malheur si je disais que je ne voulais pas les vendre. Alors comme je suis superstitieux, je ne le fais pas. On va revenir sur l'aspect aussi bien entraînement qu'élevage. Hein. Je voyais dans les plus grands acteurs ou réalisateurs, certains disent qu'il faut être perfectionniste, maniaque, ne rien déléguer, tout contrôler. Et du coup, je me demandais si aussi, pour les plus grands entraîneurs, c'était ça. Certainement. Moi, je n'ai pas été assez. J'aurais certainement mieux réussi si je l'avais été. Vous n'avez pas été assez quoi? Assez méticuleux. Comme je vois certains jeunes maintenant qui le font et rien ne leur échappe. Moi, à l'époque, je faisais de mon mieux. Vous n'avez pas été assez méticuleux? Non, c'est ce que je regrette des fois de ne pas m'être assez appliqué. D'ailleurs, quand je vendais des chevaux, les gars les amélioraient toujours. Alors, c'est qu'il y avait une raison. Ils ne les amélioraient pas forcément, mais presque tout le temps. Vous avez...
acheté bon nombre de chevaux, vous avez drôlement amélioré. Je crois que c'est le changement qui les aidait. Vous dites n'importe quoi, monsieur Mais Dubois. non, mais vous savez, tout ça, c'est une plaisanterie, alors faut rigoler. Hein, parce que, Oui, bien sûr, puis, mais bon. moi, j'ai envie que de rigoler maintenant. Il me restait plus beaucoup de temps pour le faire, alors je n'ai pas envie de m'emmerder. Hein. D'ailleurs, vous êtes un peu nostalgique, Non, non? oh non, je pense pas. Ah, je ne sais pas, je vous Non, demande. non, non, non. Parce que vous avez côtoyé, on parlait de Daniel Wildenstein, on parlait de Pierre Allaire, vous avez côtoyé les plus grands. J'ai été chanceux de les connaître. Déjà Pierre au départ, parce qu'on était voisins et amis, et toutes ces choses-là te donnent un coup de main et t'aident à avancer. Voilà. Quels sont les autres hommes, femmes qui ont beaucoup compté pour vous? Ah, il y en a beaucoup, je ne saurais pas vous le dire, mais beaucoup, j'ai admiré, et voilà. La vie est faite de rencontres. Mais bien sûr. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'un véritable empire? Non. Non, non, on a quelque chose, j'ai diminué beaucoup, mais j'ai de la chance, c'est que la famille continue. Et mes fils, et puis mes petits-fils, petites filles aussi, qui aiment entraîner les chevaux, et voilà. On parle souvent de devoir faire des sacrifices pour se réaliser professionnellement. Vous avez, vous, le sentiment d'avoir fait des sacrifices? Non, c'était normal, ça. Hein, les choses ne viennent pas tout seul, ce serait trop bien. On n'apprécierait pas. Vous avez reçu une éducation dure. Vous pensez avoir aussi... Non, vous n'êtes pas d'accord? Dur, non, mais dans un milieu avec des petits moyens, il fallait faire attention, on n'était pas habitué à rigoler. Hein. Nous, la maison où on habitait, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité. Alors le matin, on partait avec notre lanterne à gaz, là, à pétrole, la lampe à pétrole. Et puis on allait d'abord s'occuper des vaches et après on allait s'occuper des chevaux. Alors après, dans la vie, tout est facile. Quel type d'éducation vous avez donné à vos enfants? J'ai essayé de les mettre au boulot et de ne pas plaisanter, mais je n'avais pas besoin parce qu'ils ont su le faire tout seuls. Ils étaient passionnés. Vous étiez comment comme père quand ils étaient jeunes? Certainement pas un bon père parce que j'ai bougé beaucoup quand ils étaient jeunes, je ne les ai pas vus grandir. Je n'ai certainement pas été très bon avec eux, mais bon. Et aujourd'hui, vous êtes comment comme père? Vous êtes présent? J'essaie de les déranger le moins possible, mais je les regarde beaucoup quand ils sont aux courses et grâce à vous, je les suis. Il y a beaucoup de pudeur dans vos propos, dans ce que vous me dites? Oui, oui. Ce sont des gars qui sont bien élevés, qui sont respectueux avec moi et qui sont attentifs. S'ils peuvent me faire plaisir, ils le font toujours. Vous parvenez à verbaliser votre fierté pour votre famille? Sinon, je suis simplement heureux. Heureux de ne pas avoir loupé ce truc-là. Voilà. Il existe le clan Dubois? Un peu. Un peu. Oui, on aime bien se rencontrer et de parler de ce qu'on fait. Et moi, en tous les cas, moi, je suis très content d'être avec eux quand ça se passe. Vous êtes le patriarche, ça doit vous réjouir? Oui, pas le patriarche, mais en principe, je les ai fabriqués. En principe. Vous avez aujourd'hui 83 ans, Ouais. Jean-Pierre Dubois. Vous pourriez vivre votre retraite dorée, un pays paradisiaque sous le soleil. Qu'est-ce qui vous pousse à rester dans le circuit? D'abord, je crois que je m'ennuierais. Hein, la mer, tout ça, c'est beau, le soleil ici. Mais d'abord, je vais beaucoup dans le sud l'hiver. Je suis quand même devenu feignant, parce que dès qu'il pleut, tout ça, je ne sors plus. Alors je profite. Non, non, je m'amuse bien. Dans beaucoup d'interviews, vous dites que vous avez de la chance. Oui. Ça. Et votre manière à vous de dire merci, c'est de faire des dons. Mais toujours sous anonymat. J'essaie le plus possible. Ben, vous savez, quand nous, on a quand même profité des gens qui nous ont aidés. Alors quand on peut donner un petit coup de main de toutes les façons à quelqu'un, on a du plaisir. Moi, je me réjouis quand je vois des jeunes gars qui viennent un peu de la campagne et qui d'un seul coup ont un cheval qui vient à Vincennes et qui gagne des belles courses. Je suis heureux pour eux.
Ah oui. Pourquoi vous avez mis en application, et d'ailleurs assez vite, pour vivre heureux, vivons cachés? Je ne saurais pas vous l'expliquer, je ne sais pas. Vous voulez être tranquille? Oui. Oui, puis moi, on est tellement bien avec nos chevaux. D'ailleurs, vous auriez pu vous imaginer faire quoi, à part ce métier? Si je n'avais pas eu les chevaux, j'aurais... J'ai un copain qui était cantonnier à Échauffour. Depuis peu de temps qu'on a été à l'école ensemble, il me dit, tu vois, tu n'aurais même pas pu faire mon boulot parce que tu n'as pas eu le certificat d'études. Alors, je ne crois pas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais élevé des vaches. Ça s'articule comment, votre quotidien aujourd'hui? Vous êtes un coup ici, un coup là-bas? Oui, je n'ai pas d'obligation. Si j'ai envie de faire quelque chose de fait, je n'ai pas envie, je laisse les gens qui sont autour de moi le faire. D'abord, je suis à la retraite et puis, voilà. Voilà. Si j'ai envie, c'est pour ça que c'est compliqué qu'on prenne rendez-vous, parce que d'un seul coup, ça me prend, j'ai envie d'aller me promener, j'y vais. Vous voulez être libre? Voilà. Mais alors, d'arriver en compétition à 83 ans, Ça ne m'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. À l'Autostar, encore, le départ, je ne veux plus. Ah bon? Oh non. Les départs voletés? Non, parce que je risque d'avoir des ennuis avec le starter, alors ça, je ne veux pas. Vous prenez plaisir d'être en course comme ça? L'autre jour, j'ai mis une jument, mais elle était déclassée, alors c'était facile, j'ai laissé aller, et puis, qui même me suivent, ça me va. Ouais. S'il faut être dans le peloton, non, on est plus Mais dans vous le faites coup. comment physiquement? Ah non, mais physiquement, je n'ai pas de problème, moi. Je vois bien, mais comment vous faites? Vous avez un secret? Aucun. Non, je suis chanceux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Oui. si elle était avec nous, pour nous donner la santé. Vous avez une hygiène de vie? Vous faites attention quand même à votre hygiène de vie? Oui. D'abord, je ne peux pas boire beaucoup parce que je ne tiens pas le coup. En plus, je ne suis pas bon pour ça, ni pour trop manger. Voilà, non, je mets une vie toute simple. Moi. Vous avez gagné plus de 2400 courses en tant que driver, remporté les plus belles épreuves en tant qu'entraîneur, bâti un élevage reconnu dans le monde entier. Le label Dubois est devenu une marque maintenant. Vous avez étendu votre puissance dans le monde du galop. Vous connaissez partout. C'est beaucoup tout ce que vous dites là. C'est juste des faits, c'est que factuel, Monsieur Dubois. Alors, Ça représente quoi justement pour vous tout ça? et que ça s'est bien passé. Le gamin dont on parlait tout à l'heure au début de l'interview, il aurait imaginé ça? Une vie comme ça? Non, mais dès tout jeune, je rêvais de pouvoir réussir. On rêvait de sortir de la misère. Voilà. C'est ce qui vous a donné la force de faire tout ce que vous avez fait? Je crois qu'au contact des chevaux, c'est un truc qui doit exister. J'ai lu ça dans un livre. Des gens qui n'étaient pas bien portants, qui étaient près des chevaux, se portaient bien. Vous croyez cette histoire-là? Oui. Voilà. Il y a même des personnes handicapées. Oui, absolument, qui font se du rapprochent cheval avec et le cheval, qui les aident. Voilà, ils prennent le moral et retrouvent... voilà, je crois que c'est ça qui m'a aidé. Comment vous qualifiez votre vie? Normal. Non, Oui. pas normal. Si, chacun réussit dans son truc. Nous, on a eu de la chance. Je répète toujours cette chose-là, de tomber sur des bons chevaux et puis de bien s'amuser tout en s'améliorant. Et voilà. Normal. Normal. Merci, Monsieur Dubois. Merci à vous. Grand plaisir, merci J'espère beaucoup. que je n'ai pas raconté trop de conneries qui peuvent gaspiller votre émission. J'ai dit ce que je pense, comme toujours, et puis voilà.